Je l'ai pas fait. Ah bon. Je reviens sur le point 1. Qui est contre le tableau? Qui s'abstient sur le tableau? Et qui est pour le tableau? Merci. Le point 3, je passe la main à monsieur Jean-Claude Charrier. Eh bien, bonsoir. On va avoir 3 points, voire 4 sur la fabrique. Donc, le premier point, c'est un avenant qui porte le numéro 4 sur la constitution du groupement de coopération sociale de la fabrique. Donc, vous savez, je ne vais pas vous refaire l'historique, mais en 2019, il y a un groupement de coopération sociale, un GSC, qui a été créé pour gérer cette fabrique. En 2021, il y a l'Institut public OSANS qui a décidé de rejoindre le groupement dans le cadre d'une évolution de l'organisation. Donc ça, il y a eu un accord. Et dernièrement, il y a l'ESAT public de la Vertonne. C'est un établissement public départemental autonome qui accompagne les adultes en situation de handicap, qui a fait part de son intérêt d'adhérer au groupement. Après étude, non pas rapide, mais une étude, le dimensionnement de l'équipement peut largement absorber ce nouveau venu. Donc le groupement est donc favorable à cette adhésion. Donc partant de là, ça nécessite une redistribution d'un certain nombre de choses, ne serait-ce que sur la répartition du remboursement des emprunts contractés. Donc pour la commune de Sorinières, le total des augmentations annuelles en capital pour la période 2025 à 2039 s'élève donc à 720 384 €. Vous l'avez vu dans les tableaux qui sont joints en annexe. Donc ça correspond à la quote-part d'annuité du capital mis à la charge. Et l'autre point est important. Le montage permet aux membres de financer le remboursement de la dette du groupement depuis sa section d'investissement de leur budget respectif. C'est quand même assez intéressant parce qu'avant, il y avait un gros doute entre le financement par le budget de fonctionnement et par la section d'investissement, ce qui nous permet de récupérer quand même la TVA, ce qui est pas négligeable. Autre point intéressant, c'est le droit de vote et la majorité simple. Donc, il est introduit la notion de majorité simple dans ce nouvel avenant. Sur le retrait et l'exclusion d'un membre, jusqu'à très peu de temps, on pouvait quitter le groupement. Maintenant, ce n'est plus possible. Aucun membre ne pourra quitter le groupement le 31 décembre 2039. C'était une disposition qui n'existait pas. Et là, elle a été formalisée. Avant, on pouvait quitter le groupement. Non pas à tout moment, mais un des membres avait cette faculté de pouvoir le faire. Et le dernier point, c'est la révision du mode de calcul des contributions des membres sur l'exercice 2025 jusqu'à la date de la mise en service de l'équipement et en basant sur les dépenses réelles constatées et non plus sur un budget prévisionnel. Donc ça, c'est l'avenant, c'est les grands points de l'avenant qui vous est proposé, pardon. Donc après, vous voyez la quote-part, les différents tableaux, les besoins de financement, les répartitions par membre. Donc je ne vais pas tous vous le lire. Les Sorinières, on était à 13 à 0,130 et des brouettes. On a baissé un tout petit peu. On est à 0,128 au travers de l'arrivée de l'ESAT de la Vertonne. Nous maintenons notre même nombre de parts. L'augmentation de capital, eh bien, vous voyez notre participation tous les ans, 43 000 pour 2025, 44 000 pour 2026, jusqu'à 2039. Ça, c'est la nouvelle répartition. La répartition du capital par membre et valeur unitaire. Donc, si vous faites l'addition depuis 2025 jusqu'à 2039, vous arrivez bien à la dotation, à la contribution à hauteur de 720 384. Donc ça, ce sont tous les calculs qui ont été refaits au travers de l'arrivée de l'ESAT de la Vertonne. Donc le point, ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est d'approuver l'avenant numéro 4 de la convention constitutive du GSC et la Fabrique du Sud-Loire, d'approuver la révision du mode de calcul des contributions des membres sur l'exercice 2025 jusqu'à la date de la mise en service de l'équipement en le basant sur les dépenses réelles constatées et d'autoriser Madame le maire à signer l'avenant numéro 4 et tout document s'y rapportant et à prendre toute disposition nécessaire à l'exécution de la délibération. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Pardon.
Donc on a bien noté que donc là, bon, c'est bien qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive dans le groupement, hein, qui prenne des parts. Première chose, pourquoi l'augmentation de capital? Ça veut dire qu'il y a eu des dépenses. J'ai plusieurs questions. Les augmentations, est-ce qu'il y a le total des augmentations annuelles de capital sur la période? Donc on a bien des augmentations de capital. Pourquoi cette augmentation? Voilà, les modifications des droits de vote. Il y avait un mode, pourquoi on change le droit de vote maintenant alors que ça fait plusieurs années que c'est en cours? Et puis les conditions de retrait aussi qui sont je dirais, durcies par rapport à ce qu'elles étaient avant. Ce qui fait qu'on s'engage jusqu'en 2039, on n'a pas moyen de sortir. Nous pose question, donc je voulais savoir pourquoi ces différentes dispositions. Le premier point, l'augmentation de capital, c'est effectivement pour répondre à la... Tu veux mettre ton micro, s'il te plaît? L'augmentation de capital, c'est effectivement dû à l'augmentation du coût de la réalisation. Donc, il a été nécessaire de le faire, ça c'est normal. Ça se justifie. Hein, on a eu quand même une augmentation substantielle par rapport au devis initial de 2019, enfin à l'approximation de 2019. Ça c'est une chose. Sur le droit de vote, sur la possibilité de retrait. C'est vrai que c'était une disposition qui existait avant. On pouvait se retirer à tout moment. Maintenant, le point a été durci pour éviter de mettre en danger peut-être le système en lui-même, parce que si les actes de la personne s'en va, bon, effectivement, c'est toujours désagréable, mais ça peut peut-être ne pas mettre en cause le système. Par contre, si c'est Vertou ou les Sorinières qui partent, là, ou même Saint-Sébastien, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pour donner une garantie et pérenniser le système. Votre autre question, c'était... Alors la raison, je ne la connais pas effectivement. Je me renseignerai. Ça me semble être pour faciliter le fonctionnement. Je pense que s'il voulait la majorité des 5 membres, c'est pas possible. Enfin, ça semble compliqué. Une majorité simple semble plus facile à mettre en œuvre. Par contre, je peux me renseigner pour savoir pourquoi ils ont changé. Mais je ne saurais pas vous le dire. Là. Je sais pas. Ils l'ont inclus dans le dernier avenant. Ça devait sûrement correspondre à quelque chose. La raison, je ne la connais pas. Mais je pourrais la demander. Effectivement, je vous la donnerai. Est-ce qu'on peut passer au vote? Donc, qui s'oppose aux conclusions de la délibération numéro 3 d'approuver l'avenant numéro 4, d'approuver la révision du mode de calcul et d'autoriser Madame le maire à signer l'avenant numéro 4? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Alors, 1, 2, 4 et 2, 6. Qui vote pour? Je vous remercie. Le point 4, Jean-Bray? Oui. Oui. Contrat avec la fabrique de Sud-Ouest relatif à la fourniture des repas. C'est une disposition qui nous permet... Alors, il y a tout l'historique, mais le point important, c'est celui-ci. Ce régime, ces dispositions permettent de déroger au principe de mise en concurrence pour confier la fourniture d'appréciation de fourniture de services ou de réalisation de travaux à une personne distincte de la collectivité, sous 3 conditions cumulatives à la reconnaissance d'une relation de quasi-règle sont nécessaires. La structure à laquelle la collectivité souhaite confier la prestation est contrôlée par elle comme l'un de ses propres services, ce qui est le cas. Plus de 80% de son activité résulte des prestations confiées par la dite collectivité et la personne morale concernée ne comporte pas, en principe, de participation directe aux capitaux privés. Donc ça nous permet de ne pas être soumis à des consultations pour avoir d'autres tarifs que ceux de la fabrique. Ces dispositions-là garantissent
notre garantie sur le fait qu'on s'adresse, les adhérents ou les membres de la fabrique feront appel à la fabrique et non pas à des prestations extérieures qui pourraient mettre en cause, sous forme de concurrence, la livraison des repas. Donc, au travers des 3 points qui sont nécessaires et que l'on respecte, eh bien, il vous est demandé d'approuver le contrat de fourniture de repas entre la ville des Sorinières et le GSC, la fabrique de la Sud-Loire. Il autorise Madame le maire à signer le contrat et tout document s'y rapportant et à prendre toute disposition nécessaire à l'exécution de la délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Avez-vous des questions? On peut passer au vote. Merci, David. Pardon, David. je sais pas. Juste pour clarifier, en fin de compte, ces dispositifs nous permettent d'éviter de passer par de la commande publique un appel d'offres. Qui s'oppose? Qui s'abstient? 4. Qui vote pour? Je vous remercie. Je t'en prie. Je te laisse enchaîner. Alors, Ça. le point 5, c'est la convention financière de la fabrique des Sorinières Vertou Saint-Sébastien. Lorsque le projet de la fabrique a été lancé, la commune des Sorinières avait fait valoir un surcoût à l'époque, tout en adhérant à ce groupement, un surcoût qui avait été évalué au mois de septembre 2019, ou voire un tout petit peu après, à hauteur de 47 000 € qu'il fallait absorber pour la commune. À cette époque-là, il avait été décidé une solution de péréquation qui permettait, moyennant de répartir ou d'aider la commune de Sorinières sur 4 ans, on a dit 5, mais la 5e année, vous avez vu dans le tableau, c'est 0, au travers d'une péréquation qui fait que la première année, les Sorinières, sur les 47 000 € de surcoût évalués, ça ne lui coûtait que 9 000 €. La Saint-Sébastien absorbait 22 800 € et Vertou 15 200 €. Et là, je ne vais pas vous faire la lecture de tout le tableau, si ce n'est qu'en arrivant en année 5, les Sorinières absorberont les 47 000 €. Vous pouvez très bien faire la réflexion comme quoi c'était des chiffres qui étaient valables en 2019, qui ne le sont plus malheureusement maintenant et qui... le contrat a été passé en 2019 et il n'y a pas eu de révision, il n'y avait pas de formule de révision, donc on ne peut difficilement négocier quelque chose, sachant que c'est une mesure d'accompagnement qui avait été actée par les villes de Vertou et de Saint-Sébastien. Et on se voyait mal, d'ailleurs, ça n'a même pas fait l'objet d'une discussion de renégocier cette péréquation. Donc néanmoins, nous allons bénéficier de la première année d'un apport de 22 000 et de 15 000, 22 de Saint-Sébastien et de 15 000 de Vertou, et de façon à absorber ces 47 000 pendant 5 ans. Voilà. Mais il est vrai que cette disposition, même si elle est, je ne sais pas comment la qualifier, elle est solidaire, entre guillemets, elle n'est plus du tout en regard avec les coûts actuels. Néanmoins, on la prend comme telle et on vous demande, au travers de cette délibération, d'approuver la convention financière portant sur le partage des surcoûts pour la commune des Sorinières engendrés par son adhésion au GSC La Fabrique du Sud-Loire et d'autoriser Madame le maire à signer ladite convention et tout document s'y rapportant et à prendre toute disposition nécessaire à l'exécution de la délibération. Pour l'instant, je dois être honnête avec vous, on ne sait pas comment ça va nous être versé, mais ça le sera. Mais là, pour l'instant, ça ne fait pas l'objet de la délibération. Avez-vous des questions? Il nous a demandé d'approuver la convention, donc elle ne devait pas exister avant, donc il n'y a pas besoin de renégocier. Donc je pense que ça aurait quand même été qu'il y ait une participation de Vertou de Saint-Sébastien, c'est pas de problème, et au contraire. Par contre, la revalorisation du prix pour tenir compte de l'augmentation qui n'est pas neutre. Si je ne m'abuse, c'est les échanges qu'on avait eus en commission de finances. Hein. On dit qu'on a besoin de faire des économies, qu'il faut qu'on fasse attention à notre budget de fonctionnement, etc. etc. Là, on a quand même un écart qui n'est pas neutre, qui va être à notre charge. Donc, nous aurions aimé, on aurait pensé qu'on aurait pu renégocier ou trouver un terrain d'entente, peut-être pas forcément complètement prendre en charge l'augmentation, mais qu'il y a
un échange, une négociation qui a été faite pour trouver un terrain d'entente pour partager ces augmentations de prix qui vont gréver notre budget de fonctionnement. Je comprends parfaitement votre remarque, si ce n'est que moi je veux bien aller... Par habitant, en 2024, c'était 1,57 € par habitant. Pas de questions, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Le point numéro 9, la décision modificative. Monsieur Charrier. Donc on vous propose... Oui, tu veux boire un coup, pardon. On vous propose une DM1 qui se monte en fonctionnement à 33 063 € et en investissement à 186 556 €. Donc les grandes lignes pour les dépenses de fonctionnement, c'est pas des gros chiffres en fait. C'est 95 € pour le paiement d'une facture de 2024 non reçue, c'est 100 € pour des fournitures de réparation de vélo, c'est 980 € pour des réparations de vélo toujours au centre technique. C'est une convention avec le CDG 85 pour le calcul des indemnités de chômage, donc on avait prévu 204 €, on rajoute 900 €, vous verrez, on en parlera tout à l'heure. La distribution du magazine, on a augmenté de 2900 € parce qu'il y a plus d'habitants, donc il y a plus de publications. Le Sorinière, en fait, alors il y a une ligne qui disparaît mais qui revient un peu plus tard, donc ça je vous en parlerai. L'entretien sur les bâtiments, on est obligé de rajouter 15 000 €, 75 000 € parce qu'on a une prestation d'électricité supplémentaire et il y a une fuite sur le toit de la salle Marnier. Il y a 771 € qui se sont rajoutés aux 6 800 € parce que c'est la recette des ventes des livres de la médiathèque pour l'espace jeune. Vous savez, la médiathèque a fait du désherbage, a vendu des livres. Le produit de ces livres a été reversé à la Junior Academy, mais il a fallu passer par un artifice. Association, pardon. Il a fallu passer par un artifice pour qu'on puisse leur reverser, donc c'est 771 €. On a fait une visite au Sénat, alors effectivement ça a coûté 800 €, on attend la participation de monsieur le sénateur. On a reçu une facture du centre de gestion. Une facture, vous savez, il y a une dame qui est venue en remplacement en avril 2024. On n'avait jamais reçu la facture et elle vient de nous être envoyée. Donc c'est une facture de 3 600 €. C'est le centre de gestion. Donc on a eu aussi 3 800 € pour des remplacements de vitres, pour des frais annexes. On a eu 2 000 €, donc les 2 000 € des Sorinières, en fait, je vous en ai parlé, c'était une ligne qui s'annulait. On a changé d'opérateur téléphonique, on est revenu vers Orange, on fait une économie de 4 000 €. On a dû dépenser 410 € pour la carte grise. On a augmenté un peu le tarif sur les sonorisations des fêtes des élèves soriniérois. Ah non, pardon. Sur la scolarisation des élèves soriniérois. Vous savez, on paye une redevance aux communes alentours qui accueillent des enfants des sorinières. Donc on a rajouté 2 000 €. Donc on paye 7 000 €. On paye 7 000 €. Nous, on facture la même chose pour les enfants des communes extérieures qui viennent aux sorinières. On facture tout pareil, mais on reçoit une facture. Nous, elle est de 7 000 €. La téléphonie, je viens de vous en parler, la carte grise, la scolarisation. On a revu la subvention de fonctionnement de l'école Sainte-Marie. Donc vous savez que cette revalorisation, elle est faite on a un budget prévisionnel, puis après, il y a une revalorisation qui est faite en fonction du calcul du coût élève maternelle, enfin primaire et maternelle. Donc pour l'école Sainte-Marie en primaire, on rajoute 9 700 € et pour les maternelles, on rajoute 15 620 € pour information.
Le coût d'un élève en primaire a été calculé à hauteur de 722,71 € et le coût d'un élève en maternelle a été calculé à 1409 €. Voilà, donc la revalorisation fait qu'on doit, c'est normal, hein, de toute façon, on doit cette subvention à l'école Sainte-Marie. On a mis dans le budget prévisionnel de 2025 la démolition d'une maison sur le site des Granges, mais pour ce faire, il est nécessaire de faire quelques travaux préliminaires à hauteur de 20 000 €. Et puis, il y a un virement de la section d'investissement de 39 058 €, on les retrouvera tout à l'heure dans les invests. C'est-à-dire qu'on ampute le résultat de 2025 qui était issu de l'excédent de fonctionnement qui était à hauteur de 1 289 402 €. On l'ampute de 39 058 € pour justement pour les dépenses d'investissement. En recette, si, il y a des choses qui sont, entre guillemets, malheureusement, on perd 21 000 € sur la dotation forfaitaire de l'État. On gagne 9 000 € sur la dotation de solidarité rurale. On perd 1 400 € sur la dotation nationale de péréquation. Les élus locaux gagnent moins cher, donc on gagne 163 €. Je vous le dis quand même parce que c'est aussi un point important. On a 1 700 € de FCTVA au titre de budget de fonctionnement. On perd 1 700 €. La participation des communes membres du GFP, c'est le groupement que je ne saurais pas vous dire. Si, bien sûr, je suis idiot. C'est la fabrique, donc on récupère 38 000 €. Les revenus des immeubles, on rajoute 10 000 € en recettes. La prise de provision pour risque et les charges de fonctionnement, on rajoute 15 000 €. Et puis, on perd 15 000 € sur la reprise de dépréciation des actifs et des circulants. Donc, ça équilibre les recettes aux dépenses à hauteur de 33 063 €. Pour ce qui est des investissements, on avait un programme opérationnel qui n'est pas réalisé dans sa totalité sur des études. On a l'étude du Clos du Moulin, on n'avait pas prévu, alors ça c'est une erreur, enfin c'est un oubli, pardon, de rémunérer les candidats qui avaient candidaté pour la maîtrise d'œuvre du Clos du Moulin. On a dû les rémunérer, ce qui est normal. Et puis on a eu des études sur les relevés réseau et topo à hauteur de 28 000 € et au BP. C'était 28 000 € au BP, on a réalisé 18 000 €. Donc dans ce qui était prévu au BP, on avait 16 000 €. On a dû payer 21 000 € pour la rémunération des deux candidats retenus, mais on a gagné 10 000 € sur les plans des bâtiments et autres, donc ça nous fait une DMA à 27 600 €. Le plan guide AMI, on était à 60 000 €, on rajoute 19 500 €. Sur l'éclairage du foot, eh bien, il a fallu, on baisse la dépense. Hein. On avait budgété 65 000, on va avoir 57 000. Sur les constructions des bâtiments publics, on avait dû remplacer des chaudières à l'école du Clos, ça nous a coûté 14 700 €, et on a dû changer des dalles plafond chauffantes au centre aéré, ça nous a coûté 5 000 €. Et sur la construction de bâtiments publics, on a changé des chaudières sur des logements d'urgence pour 10 910 €. Et on n'a pas changé la chaufferie du karaté puisque on n'a pas jugé utile de faire tout de suite. Donc on a gagné 8 500 €. Donc sur un budget initial de 43 500 €, on est à l'ADM1. L'ADM vous propose un budget de 46 110 € en regard des 43 000. Du matériel informatique, on a dû remplacer une imprimante à l'état civil. Le serveur principal, on avait budgété 17 000 €, il nous coûte 23 000 €. Et la migration de Berger-Levrault sur le nouveau serveur, ça nous coûte 2 500 €. Et on a fait l'acquisition
d'ordinateurs. On a dû acheter du mobilier pour l'école maternelle via des devis Manutan, ou Manutan comme vous voulez, du matériel bureautique immobilier à hauteur de 300 € et des chauffages électriques pour 740 €. Et on a dû acheter une enceinte portative à 1070 €. Vous l'avez vu, celle qui était utilisée ne serait-ce que lors de la journée où il y avait les œufs de Pâques qui avaient été un petit peu défaillantes, donc on a dû en racheter une autre. L'extension du clos, alors le gros point c'est celui-là, parce que si vous faites le calcul, avant ça n'avait pas 186 000. On a les travaux d'extension du clos. Alors on n'avait pas budgété en 2025 ces frais que l'on doit régler en 2025. On les avait budgétés pour 2026, enfin c'était dans la prévision et l'enveloppe globale de 2026 ou du projet en lui-même. Néanmoins, il nous faut régler pour 2025 la maîtrise d'œuvre, la prestation Socotec, l'étude des sols, l'étude de la loi sur l'eau et la Socotec pour le reverrage amiante et plomb avant travaux. Donc tout ça à hauteur de 134 156 €. Ça ne modifie pas l'enveloppe globale du projet d'extension de l'école du Clos, si ce n'est que c'est nécessaire de les régler en 2025 alors qu'on avait prévu de les régler en 2026. Donc c'est ce qui fait la grosse part c'est pour ça qu'on a fait une DM en fait. On a fait une DM surtout pour les investissements et pas forcément pour le fonctionnement. Donc comment on finance ces 186 000 €? Bien, avec la FCTVA, on passe de 100 000 € prévus au BP, on rajoute 9 500 €. On fait un emprunt pour équilibre de 216 114 €. Hein, c'est une ligne d'écriture pour équilibre. Et puis tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait amputé le virement de la section de fonctionnement qui était égal à 1 289 402 €. On l'ampute de 39 058 €. Donc si vous faites le calcul, ça fait bien en recette 186 556 €. Donc nos deux DM, enfin le DM fonctionnement et investissement est équilibré comme il se doit. Donc voilà, je vous ai fait le détail ligne par ligne, j'ai rien oublié, je pense pas. Maintenant, si vous avez des questions, il n'y a aucun souci. Avez-vous des questions ou des remarques? David. On avait parlé de l'étude de Jules Léoté en commission. De mémoire, on avait demandé à ce qu'on ait le résultat de l'étude. Je ne l'ai pas eu, sauf peut-être une erreur de ma part, mais bon, a priori, je ne l'ai pas eu. Et puis, voilà, j'aurais aimé qu'on en discute dans le cadre d'une commission pour voir un peu ce résultat qui, de ce que j'ai compris, était axé sur la Jules Léoté, alors qu'on avait parlé lors du débat d'orientation budgétaire et du budget, de l'avoir sur l'ensemble des salles de sport. Donc, voilà. Alors, vous ne l'avez pas eu parce que nous non plus, on ne l'a pas eu encore. Donc, c'est encore un peu... C'est pas une nébuleuse, hein, mais on n'est pas prêt à l'utiliser, à la communiquer. Donc, on l'a pas eu dans sa totalité. Donc, on est un peu dans l'expectative. Donc, je ne saurais pas vous répondre. Mais c'est vrai que vous avez posé la question en commission. Je m'en souviens fortement. Mais je ne peux pas vous répondre de façon précise. Avez-vous d'autres questions? Donc, il vous est donc proposé je reprends les textes exacts, d'adopter la décision modificatrice numéro 1 au budget principal, c'est équivalent à 33 063 € en fonctionnement et de 186 556 € en investissement. Qui s'oppose? Qui s'abstient? 6. Qui vote pour? Je vous remercie. Alors, j'embraye sur l'accord collectif de prévoyance avec Nantes Métropole qui fait l'objet d'un document que vous avez sur table. Si c'est important que vous ayez ce document-là. On en a parlé en commission RH, ce fameux accord collectif de prévoyance. Donc initialement, ce soir, on devait voter, puisque vous l'avez tous lu, on devait voter et entériner l'adhésion de la convention de participation, d'autoriser Madame le maire, d'autoriser la présidente de Nantes Métropole, souscrire à la garantie de base, enfin approuver l'accord collectif, participer financièrement et autoriser Madame le maire à inscrire dans le budget.
Aujourd'hui, on est dans la possibilité de faire voter tous ces points-là. Je vais être très clair avec vous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas trouvé d'accord avec les organisations syndicales. Donc, je vous ai renvoyé le compte-rendu de la réunion. On est resté sur nos positions à nous, qui étaient puisque dans le nouvel accord, l'employeur a un minimum de participation à hauteur de 50% du tarif de base. On a eu une négociation avec les organisations syndicales. Nous, on a abordé les différents sujets, et ça achoppe bien évidemment sur le montant de la participation de l'employeur. Pourquoi? Parce que ce nouveau contrat fait apparaître une couverture à hauteur de 55%, néanmoins, les garanties avec un coût supérieur, avec des garanties moindres. Donc c'est vrai que ça achoppe là-dessus, et ça peut se comprendre, si ce n'est que ce soir, il nous est nécessaire de voter quand même certaines choses pour éviter de bloquer le système. C'est-à-dire que si nous, on refuse de signer ce protocole, c'est très clair, on se sort de Nantes Métropole, du contrat collectif, et ça va être à nous de négocier individuellement un contrat au niveau des sœurières. Donc il est bien évidemment impossible de faire un truc comme ça, dans la mesure où si on arrivait à une telle échéance, on se retrouverait à négocier un contrat qui sera forcément dans des termes nettement moins intéressants, et tant pour les agents que pour nous, que pour tous, tant en garantie qu'en coût. Si ce n'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas vous demander de signer un accord collectif local qui n'existe pas. Donc ça c'est clair, c'est hors de question. Donc ce plan collectif de cette prévoyance, elle couvre un peu moins les agents. Alors aujourd'hui, dans la collectivité, il y a 131 agents. Il y en a 84 qui ont adhéré et 47 qui n'ont pas adhéré. Mais l'adhésion est facultative, et c'est au niveau c'est les gens qui font l'action de. On a voté dernièrement un forfait pour prise en charge cette cotisation à hauteur de 23 euros. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça nous coûte aujourd'hui 22 000 euros pour les 84 agents qui ont souscrit. Si ce n'est que demain, au 1er janvier 2026, il n'y a pas le choix, c'est tout le monde, c'est pas tout le monde ou personne, c'est tout le monde. Donc c'est tout le monde, et on ne peut pas se permettre imaginons 2 secondes qu'on trouve pas un accord avec les organisations syndicales, on ne peut pas se permettre d'arriver le 1er janvier sans couverture pour tout le monde. Donc on va se retrouver dans une impasse qui n'est pas admissible. Si ce n'est qu'il faut qu'on arrive à trouver un accord qu'on n'a pas encore, qu'on va continuer à négocier. On va continuer à négocier au 1er septembre. Je m'engage à faire comme j'ai fait l'autre jour, à vous faire le compte-rendu à chaque réunion. Moi, ça ne me gêne pas. Mais pour que vous sachiez, on va. Et aujourd'hui, les organisations syndicales demandent une participation en fonction de la catégorie. C'est-à-dire catégorie A, catégorie B, catégorie C. Donc à hauteur de... pour ETR, 75% pour les catégories C, 65% pour les catégories B et 55% pour les catégories A. D'accord ? Sachant que le coût, il n'est pas négligeable quand même pour la commune, parce qu'il avoisine les 40 000 euros. Et si, avec la proposition qu'on avait fait là, il y avait un surcoût pour 17 d'entre eux, mais nous on estimait que c'était pas énorme, mais bon, c'est notre point de vue à nous. L'augmentation, elle était entre 2 centimes et 1,20 € par mois. Mais bon, ça peut s'entendre, l'argument peut s'entendre. Il y a tout. Donc voilà. Donc je vous ai posé le sujet. Aujourd'hui, ce qu'on vous demande simplement, c'est d'entériner l'adhésion de la convention, à la convention de participation pour la couverture du risque prévoyance afférent au bénéfice de l'ensemble des agents de la ville des soignants. C'est-à-dire que on adhère à la convention de participation. Financièrement, pour l'instant, ça ne nous engage à rien, mais on ne veut pas bloquer le système. D'autoriser Madame le maire à signer à la convention de participation pour la couverture du risque prévoyance des agents et tout autre document y afférent, donc c'est les termes du contrat. D'autoriser la présidente de Nantes Métropole ou son représentant en tant que coordonnateur du groupement de commandes à signer tout autre document afférent, et notamment les avenants conclus conformément aux dispositions du contrat, de souscrire la garantie de base de l'adhésion obligatoire à hauteur de 95%, donc ça c'est la couverture qui est proposée dans le cadre du
de la Convention sur la prévoyance, du revenu net des agents en cas d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité à partir du 1er janvier 2026, et d'autoriser Madame le maire à inscrire dans le budget prévisionnel des dépenses liées à la participation de la ville des Soinières qui sera versée aux agents à ce titre. Pour être complètement transparent sur cette nouvelle convention, ce qui existait dans la précédente, celle qui court aujourd'hui jusqu'au 31 décembre, était inclus la retraite et les régimes indemnitaires. Sur la nouvelle convention, la retraite et le régime indemnitaire n'est pas couvert en cas d'arrêt prolongé. Donc ça fait l'objet d'options. Et ça aussi, c'est des choses négociables parce que ça représente 0,56% en plus. Voilà. Mais ça, là, l'employeur n'a pas l'obligation de participer à ces deux options. Mais c'est un coût, quoi, bien sûr. Donc après, c'est des choix de chacun. Mais ça ne rentre pas pour l'instant dans la discussion. La discussion, elle est sur la participation sur le régime de base. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions ? On comprend, hein, c'est bien que les négociations, c'est jamais comme on souhaite. Moi, ça m'embête un petit peu parce qu'en fait, je réfléchis tout haut, hein, parce que voilà, on découvre. En termes de méthode, est-ce que ça vaudrait pas le coup ? Parce qu'en fait, la deadline, c'est, on va dire, janvier 2020, novembre, oui, c'est ça, pour novembre 2026, pour janvier 2026. Ouais. Est-ce que ça vaudrait pas le coup que vous gardiez ce temps de négociation et qu'on vote un package ? Enfin, quand je dis le package, c'est-à-dire une fois que vous avez tout bouclé au terme de votre négociation. Parce que, après, moi, voilà, je ne sais pas où vous en êtes, mais à un moment donné, il va bien falloir, en termes de rétro-pédalage, vous voyez bien, ça va être compliqué de vous retrouver. Le risque, c'est de vous retrouver presque à la rentrée. Après, moi, je ne sais pas les états là, de négociation. Est-ce que c'est... Voilà, s'il y a une avancée ou pas. Mais... C'est une réflexion qu'on s'est faite, si ce n'est qu'on a un peu une pression de Nantes Métropole pour entériner quelque chose au mois de juillet. Voilà, c'est clair. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais au moins, enfin, voilà, c'est pour ça qu'on vous le propose ce soir, tout en n'allant pas trop loin dans les chiffres parce qu'on les a pas. Donc là, en gros, ce qu'on nous demande de voter ce soir, c'est d'appliquer la loi qui nous est imposée, quoi, globalement, en souscrivant à l'appel d'offres de Nantes Métropole. Ça veut dire que si on dit non, si on dit non ce soir, ça veut dire qu'il faut qu'on lance un appel d'offres nous-mêmes, avec tous les délais qui vont bien. Alors, je ne sais pas combien le délai, c'est... Est-ce qu'on a le temps matériel de... Si on ne faisait pas, je reste complètement dans l'hypothèse, si on fait pas, est-ce qu'on a le temps matériel entre maintenant et le 1er novembre pour faire cet appel d'offres, l'attribuer, etc., etc. C'est ma question. Comme ça, de prime abord, je ne sais pas vous répondre exactement, puisque c'est... Mais c'est effectivement... Mais... Alors, Oui, non, mais... C'est un cas de figure qu'on risque de trouver au mois de novembre, si on arrive à avoir un accord. Hein. Je suis d'accord avec vous. Maintenant... Si au mois de novembre, les organisations syndicales nous disent toujours non sur la participation qu'on souhaite mettre, on sera bien obligé d'acter le fait qu'on sorte de la convention. Il nous restera un mois pour... Pardon ? Si on n'a pas d'accord, le minimum qui peut être fait, c'est 50, on est obligé de faire 50%. Donc finalement, on s'applique les 50% s'il n'y a pas d'accord. Non ? Alors, les organisations syndicales, c'est pour avis. On est bien d'accord. C'est un avis. Non, mais vous avez raison, c'est un avis. On peut passer outre et dire, nous, puisqu'on n'a pas d'accord, c'est 50%. Sachant que ce taux... Alors, notre argumentation a été de dire aussi qu'en 1er janvier 2027, on a la mutuelle qui va arriver. Alors, la mutuelle, on n'en connaît pas encore les termes exacts. Elle va être obligatoire. Sous quelle forme ? Est-ce qu'on va laisser toute latitude aux agents de choisir des mutuelles labellisées, telles que le système actuel ? Ou alors, est-ce qu'on va partir sur un système obligatoire comme celui-là ? Et on sait, financièrement,
on sait pas où on va. Donc ça a été un de nos arguments pour dire, nous, on se base sur ce que on vous a envoyé sur le taux de participation. Maintenant, on l'a pris en compte, sachant néanmoins que, imaginons 2 secondes qu'on se fasse fi de leur avis et qu'on y aille, le taux est toujours renégociable, hein, c'est pas un truc qui est figé dans le temps. C'est ça. Maintenant, si on joue, si on passe outre, à la limite, on fait les 50%, ou on fait les règles qu'on s'est fixées. Ça sera nous. On risque pas de se retrouver au mois de novembre avec sans prévoyance, parce que si on n'arrive pas à un accord, on applique la loi, ou on applique autre chose que la loi, mais on a toujours une porte de sortie, on est bien d'accord. On est bien d'accord, mais on se retrouve dans une situation conflictuelle avec les agents qui fait que c'est le problème. Et aujourd'hui, on essaye de trouver une solution et la négo. Alors la négo, elle tombe un peu tard parce qu'elle tombe en plein dans les vacances, donc c'est un peu. Mais nous, on a eu les tarifs. Alors c'est non pas un reproche, mais c'est une remarque qui nous a été faite par les organisations syndicales. Pourquoi on négocie maintenant? Nous, on a eu les tarifs, on les a depuis 15 jours. Donc, la convention, on l'a depuis 15 jours. Donc, on l'a découverte pratiquement comme vous. Donc, c'est pas faux de vouloir faire quelque chose. C'est vrai que ça tombe mal, mais d'un autre côté, vous avez raison, on peut passer en force, entre guillemets, et on applique la règle. Je pense pas que ce soit notre intérêt à tout le monde de passer en force. On préfère vous la présenter le plus neutre possible pour qu'on puisse aussi nous continuer à discuter avec le personnel. C'est pas non plus. Mon propos n'était pas de passer en force, bien au contraire, c'était juste d'être sûr de bien comprendre qu'on ne se retrouve pas coincé en fin d'année sans contrat de prévoyance et pour ceux qui est nécessaire pour tout le monde. Hein. Donc il faut laisser le temps à la négociation, il faut avancer, hein. Mais voilà, si on vote là, s'il n'y a pas d'avancée de négociation, il y aura quand même une prévoyance qui sera présente, on en proposera quand même cette prévoyance. Dans les conditions à définir, mais on proposera quand même quelque chose. Non seulement on la proposera, mais en plus on est obligé de le faire. Donc on n'a pas trop le choix. Donc voilà. Avez-vous d'autres questions? Donc je vous propose de passer au vote suivant les modalités qui vous ont été mises sur table, hein, les 1, 2, 3, 4, 5 points. Je ne vais pas vous d'entériner l'adhésion à la convention, d'autoriser Madame le maire à signer la convention, d'autoriser la présidente de métropole, tout ça, souscrire à la garantie, d'autoriser Madame le maire à inscrire dans le budget prévisionnel les dépenses liées à la participation de la ville des Sorinières qui sera versée aux agents à ce titre. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Alors, je pense que c'est pour moi. C'est encore pour toi, oui. Le point 10. Vous avez marre. L'adhésion à la convention de participation au chômage avec le centre de gestion de la Vendée, on en a débattu une fois en commission RH. Madame Dubout, vous aviez levé les yeux au ciel qu'on avait. Alors vous savez que non, pas sur la convention, hein, sur ce qui motive cette convention. Pourquoi on le fait? Un agent titulaire de la commune, s'il souhaite quitter la commune pour un projet quel qu'il soit personnel, démissionne et il mène à bien son projet. Imaginons 2 secondes que malheureusement son projet ne voit pas le jour, il se retrouve sans travail et à ce moment-là, il se rapproche de France Travail. De France Travail pour toucher des indemnités de chômage. Cela étant, France Travail lui répond, votre collectivité n'a jamais cotisé, donc allez voir votre collectivité pour que ce soit elle qui paye vos indemnités de chômage. Donc voilà, dans la situation où on se trouve aujourd'hui pour 2 agents, parce qu'on a quand même 2 agents qui sont concernés, et le calcul de ces indemnités de chômage, c'est une usine à gaz faite par France Travail, bien évidemment, et donc ça prend un temps fou pour libérer quelques centaines d'euros néanmoins, puisque ça va faire un complément pour l'agent, mais c'est des calculs extrêmement compliqués. Or, il s'avère que le centre de gestion de Vendée a mis au point un système pour faire ce calcul et qui nous propose d'adhérer à ce centre de gestion, à ce système-là, pour calculer la participation de chômage. Donc on a abondé tout de suite là-dedans.
sachant que vu le temps passé et ce que ça représente, on a tout intérêt à payer 40 euros, 40 euros ou 80 40 euros par agent suivi, plutôt que de passer des heures et des heures à calculer les indemnités. Si on fait un ratio, on est largement bon en travaillant comme ça. Donc la convention c'est celle-ci, c'est d'adhérer au service de gestion du risque de chômage pour le secteur public du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vendée. Donner mission à Madame le maire de solliciter ce service en fonction des besoins de la collectivité. Donc bien évidemment, aujourd'hui il y a 2 personnes, demain on a, je ne vais pas dire potentiel, mais on a potentiellement 4 personnes qui peuvent être concernées. Autoriser Madame le maire ou son représentant à signer les conventions et inscrire les crédits nécessaires au règlement des sommes dues au centre de gestion au titre de la présente prestation et en cas de besoin à créer et à mettre en recouvrement les impositions directes nécessaires pour assurer ce règlement en application des dites conventions. Est-ce que vous avez des questions? Ben non. On subit là. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Allez, on va te laisser te reposer. Le point 12, la session Nexity. Damien. Bien, bonsoir. Donc c'est à moi. Donc c'est bien, Nexity, puisque ça va me donner l'occasion, et on ne le fait pas beaucoup en conseil municipal, de parler des... ça suffit pas? Tu vas entendre le troisième? Non, ça va. Je pas la peine. De parler en conseil municipal des projets immobiliers qu'il y a sur la commune. Donc l'opération Nexity, c'est communément appelé l'ancienne propriété, enfin la future ancienne propriété Corbino. Donc là, on va parler de cessions de terrain qui sont nécessaires pour la réalisation de cette opération. Mais juste une petite parenthèse là-dessus, c'est que c'est une opération qui, le projet date de 4 ou 5 ans, un truc comme ça. On a vu 2, 3, 4 promoteurs qu'on a refusés parce que les propositions faites ne nous convenaient pas. Elles étaient pourtant conformes aux plumes, hein. Mais on a fait ce qu'on appelle de l'urbanisme négocié, c'est-à-dire qu'on a souhaité avoir une opération qui s'intègre dans le cadre du quartier, qui est un quartier plutôt résidentiel. Et alors c'est pas simple, hein, mais on a fini par avoir un promoteur qui propose une opération qui s'intègre dans ce quartier-là, avec, on va dire entre guillemets, seulement 20 logements, dont 5 logements sociaux, et également un truc qui nous tenait à cœur, c'est la préservation de l'essentiel des arbres de cette parcelle, hein. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on doit voter là? Enfin, qu'est-ce que je vous propose de voter là? Donc il y a une parcelle de cette future opération qui est un petit triangle de 90 mètres carrés qui est sur la parcelle du centre technique municipal et qui rentre, on va dire, dans la parcelle future Nexity. Donc, en gros, c'est pour rationaliser un petit peu ça, puisque si on laisse comme ça complexifie la réalisation du programme. Donc la cession de ce triangle d'environ 90 mètres carrés est nécessaire pour améliorer le projet Nexity et en faciliter la gestion ultérieure. Voilà. Donc là, on parle de la parcelle de section AL numéro 535. Voilà. Donc, elle n'est pas utilisée par les services municipaux, elle ne compromet pas l'usage du centre technique municipal. Donc on va vous proposer de constater la désaffection de ce bien et de procéder au déclassement, à son déclassement pour l'incorporer à son déclassement. Ensuite, bien sûr, dans ce cadre-là, on a consulté France Domaine, hein, qui a estimé la valeur vénale du terrain à 104 € du mètre carré, après un abattement de 75% de sa valeur compte tenu de sa nature de jardin. Donc ça fait une parcelle, en gros, qui va être cédée pour 9 360 € hors taxe. Puis il y a un autre bout de parcelle qu'on ignorait, hein, puisque c'est lors du bornage de la propriété.
il est apparu que l'accès à la propriété est situé sur un délaissé communal qui n'a pas vocation à rester dans le patrimoine communal. Cet espace est aujourd'hui complètement effacé et intégré dans la propriété. Il a été clôturé et entretenu depuis par les propriétaires de la maison. Alors ça date de dizaines et de dizaines d'années, ça. Voilà. Donc, pour régulariser cette situation et maintenir l'accès à cet emplacement pour des raisons de sécurité, mais aussi pour préserver les arbres implantés le long de la voie, il est nécessaire aussi donc de céder la partie de ce délaissé communal qui correspond à l'accès pour Next City. Donc cet espace n'est pas affecté à la circulation générale, n'a pas de fonction de desserte et les droits des riverains ne sont pas mis en cause. Donc dans ces conditions, il peut être procédé à son déclassement sans enquête publique, conformément à l'article L141.3 du Code de la voie routière. Pareil, France Domaine a été consulté et la valeur vénale du terrain est à 1 440 € hors taxe pour 48 mètres carrés. Donc Next City accepte les frais d'acte. Donc, oui, il est précisé que le reliquat du délaissé sera intégré à la parcelle communale. Et afin de limiter le nombre d'accès à créer sur la rue de la Maillardière, il est envisagé la constitution d'une servitude de passage d'une largeur de 3 mètres au profit de la commune sur l'accès existant. Les frais de division nécessaires à la poursuite de l'opération sont pris en charge par l'acquéreur. Le dossier a été vu en commission hier soir. Est-ce qu'il y a des questions ? Bon, ben on va passer au vote. Donc, je vous propose de constater la désaffection matérielle de la parcelle AL 535P et de la parcelle actuellement non cadastrée constituant le délaissé communal, de prononcer le déclassement du domaine public communal d'édite parcelle d'une surface totale de 138 mètres carrés, d'autoriser la cession d'édite parcelle à la société Next City, moyennant le prix de 10 800 €, donc je pense que c'est hors taxe, augmenté des frais d'acte, d'autoriser la réalisation de la servitude de passage su-mentionnée, de préciser que la vente se réalisera sous réserve de l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours. Et enfin, d'autoriser Mme le maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à la poursuite de cette opération. Qui est pour ? Je crois que c'est réglé. Non. Oui. Enfin, je pense que c'est hors taxe, il faudrait faire le calcul, mais... Quand je viens de le faire, c'est hors taxe. C'est hors taxe, ok. Merci. C'est bien, oui, C'est bien hors taxe. Oui, c'est bon, c'est hors taxe. Ok. Ok, point 13, c'est aussi pour toi, Damien. Ouais, alors les transferts à Nantes Métropole de la parcelle BD 123P. Alors qu'est-ce que c'est ça ? C'est une parcelle qui est sur la station d'épuration, enfin la station des traitements des eaux usées du Tailly. C'est un bout de parcelle en fait qui correspond à cette station que Nantes Métropole a besoin de récupérer pour entretenir la station, tout simplement. Afin de maîtriser le foncier abritant les équipements de la station et en prévision des futurs travaux à venir, réhabilitation avec installation de filtres plantés de roseaux, la métropole souhaite devenir propriétaire de l'assiette foncière de la station des eaux usées. Donc c'est une partie de la parcelle BD 123, qui fait à peu près 4400 mètres carrés. Une question, M. Bonneau ? Donc il s'agit d'un transfert de charge qui est lié à la compétence assainissement exercée par la métropole. Bien sûr, la commune restera propriétaire de l'autre partie de la parcelle. Au passage, oui, cette parcelle abrite des arbres plantés à l'occasion de l'opération Un enfant, un arbre. Il s'avère qu'une canalisation d'eau usée traverse l'espace pour rejoindre la station. Il sera donc nécessaire de mettre en place une servitude de tréfonds au profit de la métropole. L'emplacement de la servitude devra également être matérialisé, bien sûr, afin d'éviter les travaux qui pourraient y porter atteinte.
Donc cette transaction, c'est un transfert de charge entre la commune et la métropole. Elle s'effectuera à titre gratuit. Nantes Métropole réglant les frais de division d'actes qui en découlent. Donc France Domaine a été consulté et n'a pas émis d'observation particulière. Donc on a également vu ce point-là en commission hier soir. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vous prie de m'excuser, c'est le 5 mars qu'on a vu. Juste une question. Quand tu évoques l'ensemble des frais pris en charge par Nantes Métropole, y compris la servitude de tréfonds, c'est un coût? L'ensemble des frais. Donc l'ensemble des frais. Donc alors on pourrait poser la question, hein, mais pour moi l'ensemble des frais, c'est clair, c'est l'ensemble des frais, donc c'est tout. Voilà. D'autres questions? On va procéder au vote alors. Donc je vous propose d'accepter de céder gratuitement à Nantes Métropole une partie de la parcelle BD 123 constituant l'assiette foncière de la station d'épuration, de valider l'établissement d'une servitude de tréfonds sur le reliquat restant propriété de la commune et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer les pièces nécessaires à la poursuite de l'opération. Qui est pour? Je vous remercie. Allez, tu enchaînes avec Eh le ben, on 3, va 14, continuer s'il le te plaît. travail de session. Alors là, on va sur des bouts de parcelles, enfin des petits reliquats qui datent, en fait, qui auraient dû être cédés à la métropole au moment de la création de la métropole. Donc, effectivement, au moment de la création de la métropole, il y a eu des transferts de compétences de la commune vers la métropole, notamment voirie et réseau. Et donc, ces parcelles qui constituent des reliquats de voirie, ainsi qu'emprises foncières de voies et de parking, sont restées propriété de la commune. Donc, afin de clarifier et de simplifier leur gestion, il est envisagé de régulariser les transferts de Nantes Métropole pour ces parcelles. Donc, vous voyez, il y a 11 mètres carrés de trottoir rue Georges Clémenceau. Il y a 6 mètres carrés au niveau des Landes Blanches. Et il y a 5000 mètres carrés au niveau de la rue des Bosquets. Là, c'est la rue des Bosquets, quoi. Donc, d'ailleurs, c'est pas les Landes Blanches. Hein. L'assiette foncière de la rue des Bosquets. Oui, mais c'est bizarre qu'il y ait cette terminaison, les Landes Blanches, là. Voilà, donc la rue des Bosquets, c'est la rue qui part du rond-point des pompes funèbres et qui va jusqu'à l'avenue du Sud. Voilà, donc ces transactions constituent des transferts de charges entre la commune et Nantes Métropole. Elles s'effectueront donc à titre gratuit. Nantes Métropole réglera les frais de division et d'actes en découlant. La commune continuera à entretenir les éventuels espaces verts intégrés à ces parcelles. Donc, France Domaine a été consultée et n'a pas émis d'observation particulière. C'est quand qu'on l'a présenté en commission? Ok, donc là on ne se trompe pas, il y a les deux dates. Hein. 5 mars et 10 avril. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Si, quand même, je vais te le faire. Je suis très contente, vraiment, que tu dises, et que ce soit écrit, qu'à l'époque, il y a eu un transfert de compétences établi lors de la création de Nantes Métropole des parcelles, voilà, et reliquats de voirie au niveau de la commune. Très contente que tu le dises.
Voilà. Je ne vais pas remettre le couvert sur des choses que j'ai entendues plusieurs reprises sur endettement d'une commune. Ouais, mais là, ça a permis effectivement que notre métropole puisse, à l'époque, prendre des coûts qu'aujourd'hui, on n'a plus. Ben, je suis sûre. Alors, par contre, ok, bon, très bien, moi j'entends le commentaire. Hein. Par contre, pour moi, ce ne sont pas des coûts qu'on n'a plus, puisqu'on les paye toujours. Hein. Nantes Métropole, c'est nous. Hein. Donc, voilà. Hein. Ça décevrait M. Couturier que je dise autre chose. Hein. Bon. Juste pour clore le sujet. J'attendais depuis longtemps, mais c'est à point nommé. C'est bien. Sans polémique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, donc je vous propose d'accepter de céder gratuitement à Nantes Métropole les parcelles subvisées, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer les pièces nécessaires à la poursuite de l'opération. Qui est pour? On gagne du temps. Allez, modification du Alors, plume, c'est pour toi aussi. Bon. Là, on va aller un peu sur le plume. Donc, on vient d'approuver une modification numéro 2 du plume. Bon, rien à voir. Maintenant, on va parler d'une modification simplifiée. C'est la numéro 4. Pourquoi une modification simplifiée? Parce qu'il n'y a pas d'enquête publique et ce sont, entre guillemets, des petits sujets. Donc, il n'y a pas besoin d'une modification classique. Voilà. Donc, par arrêté du 26 novembre 2024, Nantes Métropole a engagé une procédure de modification simplifiée numéro 4 du plume, avec pour objectif de renforcer la transition énergétique, de soutenir le renouvellement urbain et la production de logements, de protéger et intégrer la nature en ville et d'adapter les règlements aux dynamiques économiques et sociales. Bon, le dossier a fait l'objet d'une concertation publique. Qu'est-ce que je vous dis d'autre? Le bilan de cette concertation a été tiré lors du Conseil métropolitain d'avril 2025. Une évaluation environnementale des impacts potentiels de cette modification a été réalisée. Des inventaires faune-flore sont en cours sur certains secteurs plus sensibles, comme la vallée de l'Oignon. Hein. Donc, le projet est notifié aux personnes publiques associées ainsi qu'aux maires des communes membres de Nantes Métropole. Le dossier sera ensuite mis à la disposition du public en octobre 2025, avant d'être approuvé en février 2026. Donc c'est dans ce cadre-là que la mairie est appelée à émettre un avis sur le projet arrêté. Donc cette modification simplifiée, elle porte sur des sujets de portée métropolitaine et également sur des sujets de portée territorialisée. Donc, les sujets de portée métropolitaine sont listés, ils sont listés sur votre document là, et ils entraînent une modification des pièces du plume, que ce soit l'orientation d'aménagement et de programmation climat, air, énergie, le plan d'aménagement de développement durable et du règlement. Voilà. Donc, les sujets sont lesquels? Donc, intégrer les zones d'accélération des énergies renouvelables. Donc, c'est l'actualisation du PADD sur les objectifs de production d'énergie renouvelable, ajout des cartes communales pour l'OAP climat, pour faciliter l'installation de chaufferies d'intérêt collectif. Donc là, c'est sur un autre territoire, ça. Et pour préciser les conditions d'intégration des panneaux solaires photovoltaïques sur les bâtis en secteur patrimonial. Deuxième sujet, c'est accompagner le renouvellement urbain et poursuivre l'effort pour la relance de la production de logements. Donc là, on parle d'amélioration de la qualité urbaine à l'échelle de la rue par un traitement qualitatif des clôtures. Notion de claire-voie, clôture plus stricte en zone A. On parle d'extension des cas d'application de la césure. Donc la césure, c'est quand vous avez des bâtiments très larges, en fait. Il y a des règles très claires de césure, notamment sur les bâtiments économiques. Mais c'est beaucoup moins clair sur les bâtiments pour habitation. Donc là, c'est pour renforcer ça.
Également amélioration de l'objectif de mixité sociale en clarifiant et élargissant les cas où les seuils de mixité sociale s'appliquent et en précisant la définition du logement locatif social. Voilà, le troisième sujet, c'est ajuster le règlement du PLUM. Alors, par exemple, c'est faciliter la réalisation d'habitats duals et de terrains familiaux destinés à l'ancrage des ménages de la communauté des gens du voyage. Donc l'habitat dual, c'est logement plus caravane. De renforcer la place de la nature en ville, donc c'est le coefficient de biotope de surface, voilà, plantation, donc encadrer les mutations économiques de la métropole et corriger certaines maladresses rédactionnelles. Donc le troisième sujet, non, c'est bon. Non, ces trois sujets, on les a là. Donc ces modifications sont aussi, il y en a aussi au niveau qui sont territorialisées et qui concernent donc notre commune. Donc la première, c'est l'OAP de la Sanglerie. Afin de tenir compte du schéma final retenu, après l'intégration des 2 fonciers acquis via le PAF, Habitat. Donc il y a 2 fonciers en fait qui n'étaient pas forcément prévus à la base, mais qu'on a acquis, parce que ça s'est goupillé comme ça, qu'on a choisi d'acquérir via le PAF Habitat, et donc du coup ça a un impact. Donc il a été retenu un impact faiblement positif sur l'environnement du fait de la préservation du cœur d'îlot végétalisé, préservation îlot de chaleur, lutte contre l'artificialisation, impact positif sur la biodiversité. Voilà. Il y a également une modification qui nous concerne, c'est l'emplacement réservé ER4-184. Donc là, ça concerne le secteur de la vallée de l'Oignon, qui est une zone naturelle de loisirs actuellement et qui passe en naturel protégé. Les règles de NL étant trop permissives pour ces espaces naturels situés dans un corridor écologique avec une préservation renforcée. Cette évolution a un impact positif sur la protection des milieux. Elle permet de préserver un patrimoine naturel riche au sein du site et à proximité. Elle a un impact positif sur les offres d'équipements publics extérieurs. Je précise aussi que cette zone-là, en fait, est traversée par un emplacement réservé qui est censé, à terme, une fois qu'on aura acquis toutes les parcelles nécessaires, qui permettra d'avoir un cheminement doux entre le village des Granges et le parc de la Filée. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre ensuite ? Ah oui, l'autre modification, ça concerne la protection du patrimoine bâti pour les manoirs de la Roulière et pour le château de la Maillardière, avec une modification de l'étoile patrimoniale, afin d'autoriser le changement de destination des 2 sites. Parce qu'aujourd'hui, ces bâtisses sont protégées, bien sûr, c'est normal, et elles ne peuvent rien faire d'autre que ce qu'elles sont aujourd'hui. Il ne peut pas y avoir d'autre destination. Donc là, l'idée, c'est de permettre une activité économique, parce qu'il y a des projets qui sont dessus, de façon à redonner vie à ces 2 bâtisses. Il y en a une qui est... c'est même plus à l'abandon à ce niveau-là, qui est vraiment en très mauvais état. Et l'autre, où il y avait eu un projet économique, mais qui a capoté, et donc qui est absolument nécessaire que quelqu'un reprenne, quoi. Donc voilà. Alors du coup, ce dossier a été présenté en commission urbanisme hier. Voilà. Voilà. Ouais, mémoire à 3 mois, c'est peut-être pas compliqué, mais mémoire à 1 jour, ça va. Bon, est-ce qu'il y a des questions ? Juste une précision sur le dernier point. On garde bien le caractère des 2 bâtiments, des 2 châteaux. On garde bien c'est juste la destination qui change. Il n'y a pas de... Le fait de le passer avec une autre destination ne change pas les règles qui s'appliquent sur le maintien du bâti. C'est bien ce qu'on a dit. D'autres questions ? Non. Bon, et on va procéder au vote alors. Donc je vous propose d'accepter le projet de modification simplifiée numéro 4 du PLUM. Qui est pour ? Ça marche bien ce soir.
Le point 16, la subvention du fonds Ah bah, vert. vous n'allez pas me dire non, on va demander des sous. Monsieur Gros. Hein. Donc, j'espère, enfin, après vous faites comme... Alors, le point vert, l'aide, ah, c'est un beau titre ça, l'aide aux maires bâtisseurs. Même le maire. Hein. Donc je rappelle que le but c'est d'accélérer la production de logements. Hein. Comment? C'est par la mise en place par l'État d'un soutien financier pour aider les maires bâtisseurs. Cette aide vise à encourager la délivrance des permis de construire pour les opérations sans étalement urbain, ni consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers. Les opérations vertueuses au niveau des modes constructifs et de la densité, optimisation de l'espace, seront privilégiées. Donc il y a une enveloppe financière de 100 millions qui a été débloquée, et à date, 25 millions ont été consommés. Et il s'avère que peu d'enveloppes ont été demandées au niveau de la métropole. La commune a un peu plus de chances d'en avoir, dans le sens où elle est située dans une zone tendue au niveau de l'habitat. Il y a alors oui, les opérations éligibles, elles doivent créer au moins 2 logements. Elles doivent être autorisées entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026, avec une mise en chantier avant le 30 juin 2027. Et elles doivent être situées en zone U, des plus, hors ENAF. Donc ENAF, je vous rappelle, c'est espace naturel, agricole ou forestier, ou dans les dents creuses au sein de l'enveloppe urbaine. Donc les montants sont quand même pas négligeables. Hein. Il y a un montant forfaitaire qui est attribué par logement, alors selon les modalités suivantes. Alors d'abord une aide socle qui va être de 1 000 à 2 000 euros par logement. Je dis 1 000 à 2 000 euros, vous voyez, il y a une fourchette parce qu'en fait c'est à la discrétion du préfet. Hein, donc on n'est pas certain d'avoir de ce qu'on va avoir précisément. Il y a un bonus de 1 000 à 1 500 euros par logement social, locatif, accession sociale ou logement à caractère social porté par les communes. Et il y a un autre bonus de 1 000 à 1 500 euros par logement dans le cas d'opérations faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale. Et les différents bonus sont cumulables. Donc sur la commune, on a 2 opérations qui pourraient bénéficier de cette subvention. La première, c'est l'opération Primalis du 27 rue de Nantes. Donc là, on est en zone UMA. Elle comprend 32 logements, dont 24 logements sociaux et 4 BRS, pour une densité de 141 logements par hectare. Donc le permis est en cours d'instruction, donc on est dans les créneaux, et devrait être validé cet été. L'aide à minima, alors, il ne faut pas prendre ces chiffres pour argent comptant, c'est pour ça qu'ils ne sont pas écrits dans la délibération, mais on peut escompter une aide là de, allez, à minima avec le socle à 1 000 euros et les logements sociaux à 1 000 euros, ça fait 60 000 euros. Hein. Et le deuxième projet, c'est le projet Next City, dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui comprend 20 logements, dont 5 sociaux, pour une densité de 59 logements par hectare. Le permis de construire est en cours d'instruction. Il devrait être délivré à la fin de l'été. Et l'aide estimée là, elle est d'un côté par rapport... alors, il y a les logements sociaux, donc il y a 5 000 euros pour les logements sociaux. Et il y a également... il y a combien à côté? On peut espérer 20 000 euros à côté, au titre, je pense, des opérations qui font preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale, puisqu'on a une préservation de l'espace boisé de cette parcelle qui est assez important. Voilà. Donc effectivement, cette aide est attribuée, donc, comme je l'ai dit, par le préfet, après instruction des services de l'État, elle est cumulable aussi avec les autres aides publiques. Donc voilà, si je reprends pour compléter, ces aides, ensuite,
qu'on recevra si elles sont validées par le préfet seront fléchées sur des projets d'équipement de superstructures pour la commune. Donc, pour déposer le dossier de candidature, le conseil municipal doit autoriser Madame le maire à solliciter la subvention. L'aide sera ensuite versée sur justification de la mise en chantier effective des opérations retenues. Les opérations retenues devront mentionner qu'elles ont donné... Ah oui, il faut faire un peu de pub à l'État quand même. Hein. Donc, si on reçoit des aides, il va falloir l'afficher. Merci, Monsieur Macron, c'est lui. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, effectivement, ce dossier a été présenté hier en commission. Voilà. Ah, hier, je suis sûr, là. Pareil. Est-ce qu'il y a des questions ? Enfin, même pas de questions. Bon, bah, on va procéder au vote. Hein. Donc, je vous propose d'autoriser Madame le maire à solliciter la subvention du fonds vert à l'État. Qui est pour ? Je vous remercie. Et j'ai fini. Allez, dernier point pour Monsieur Charrier. Donc le dernier point, comme à chaque fin de conseil, c'est sur les créations de postes. Donc pour des raisons de service, pour les bonnes du service enfant-jeunesse, je vais vous faire la lecture parce que ça va aller plus vite. Et dans le cadre d'un avancement de grade, il sera proposé la création d'un poste d'adjoint d'animation principale de première classe à temps non complet, 32h30 à compter du 1er septembre 2025. Par conséquent, le poste d'adjoint d'animation principale deuxième classe 32h30 sera supprimé, bien évidemment, puisque c'est la même personne qui occupait ce poste-là. Donc, on vous propose d'accepter d'adopter la proposition, de décider de créer un poste d'adjoint d'animation principale de première classe à temps non complet de 32h30 à compter du 1er septembre et de supprimer le poste d'adjoint d'animation principale de deuxième classe. Avez-vous des questions ? Non. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Eh bien, je vous remercie. Eh bien, merci. C'était le dernier point. Écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très très bel été. Profitez bien, reposez-vous bien. Et on se retrouve donc au prochain conseil du 24 septembre. Belle soirée à vous tous.